Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, c'est votre animateur Jerry Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé un excellent joyeux Noël tout le monde. Pour vrai, là, j'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes jusqu'à présent avec votre famille et tout le monde que vous aimez, que vous avez passé du bon temps. Vous avez bu, vous avez joué à des jeux de société, vous avez joué à mettre la queue de l'âne. Non, peut-être pas celle-là, là. Mais j'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes, tout le monde. C'est ça que je vous souhaite. Et merci d'être là encore une fois cette année avec votre Jerry Alain préféré. Ce étant dit, cette semaine, qui en reçoit nul autre que mon invité Hugo Gérard, ancien champion du monde de la force. Tu sais, il a été je sais pas combien de fois champion homme fort du Canada, il a été champion du monde. Fait qu'on a beaucoup parlé de justement de ça, de la compétition, de la force, de l'homme fort. Tu sais, on a beaucoup parlé de ça, mais on a aussi parlé de sa relation avec la ville de Gatineau, parce qu'avant d'être homme fort, Hugo Gérard, il était policier à Gatineau. Fait qu'on a tout parlé de la relation qu'il avait. C'est quand même une belle histoire. On a aussi parlé de justement son métier de policier, qu'est-ce qu'il a vu qui l'a marqué. Ça ressemblait à quoi ces journées, ces patrouilles? C'est quoi être un policier quand tu es en train d'essayer de devenir l'homme le plus fort au monde? On a aussi parlé de son émission au risque et péril, où ce qui se promène dans les quartiers dangereux aux États-Unis, puis il regarde qu'est-ce qui se passe, puis justement ça, les reflets, la misère de ces quartiers-là, puis sans voir qu'est-ce qui se passe justement là-bas. Fait que un gros merci à Hugo Gérard. Il a été super bon, man. Il nous a parlé encore une fois. Il a été très transparent. Il a été très généreux dans ses histoires. Il n'y a pas une question qu'il n'a pas répondu. Fait qu'un gros merci à Hugo Gérard. C'est crissement apprécié. Fait que ça étant dit, juste avant que je vous laisse écouter le podcast, juste vous rappeler que si vous voulez m'encourager, vous voulez que ça continue ce podcast-là, bien important, allez vous abonner au patreon.com/whatsuppodcast. Ça va faire en sorte que vous allez pouvoir écouter tous les podcasts d'avance puis pouvoir m'encourager financièrement à ce que je puisse continuer ce podcast-là. Et c'est ça, c'est pas bien cher, man. C'est 3-4 piastres. Pour vous autres, ça fait pas grand-chose. Puis pour moi, ça fait toute la différence. Et dans pas long, je vais mettre mon spectacle aussi. Je vais mettre... moi, j'ai 2 spectacles. Moi, je suis humoriste dans la vie, pour ceux qui ne le savent pas. Puis j'ai 2 one-man shows d'écrits, de produits et, et de filmer. Puis je vais bientôt les mettre sur Patreon dans pas trop long. Je sais pas. J'attendais, je sais pas trop quoi, mais là, je pense que j'ai assez attendu. Ça va être là-dessus, ça va être exclusif, encore une fois, aux membres Patreon. Si vous voulez m'encourager financièrement, mais vous pouvez pas le faire à cause de votre budget ne vous le permet pas, ben c'est quand même possible. Juste quand vous l'écoutez sur YouTube, ne cliquez pas sur passer les annonces, faites juste écouter la publicité. Comme ça, moi, je vais avoir un plus gros pourcentage avec mon partenariat de publicité que j'ai avec YouTube. Ou sinon, sur ce, je vous encourage aussi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est tout le temps bien apprécié. Laissez un petit thumbs up, un petit commentaire positif. Cliquez sur la cloche pour faire sûr de rien manquer. Comme ça, moi, ça va m'aider avec les algorithmes. Et... vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram Jerry Alain ou à ma page Facebook Jerry Alain. Ça va être super apprécié. Sinon, sur ce, je vous souhaite un excellent podcast tout le monde. Juste avant, j'aimerais dire un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Alex de Voice, Michael Boulanger, Monsieur Camaro. Et Camaron, Méo pour son gros pieux Vistec, on a Pierre-Luc Lavoie, Steve Baudouin et Vicou. Fait qu'un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine, c'est super apprécié. On se revoit la semaine prochaine tout le monde. Je vous souhaite une merveilleuse année 2023. On va... Tu es en 2023 ou 2022? Non, là on est en 2022, on s'en va en 2023. On est-tu à 2023? Non, on est en 2022. Sur ça, je vous souhaite un excellent podcast tout le monde. Ciao, je vous aime bien gros. Au revoir.
Hey, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content de recevoir ancien champion du monde, homme fort, animateur télé, entrepreneur, Hugo Gérard. Merci beaucoup d'être là, ça va bien? Ça me fait plaisir. Ben oui, ça va bien. Yes! Je suis super content de t'avoir. Puis là, c'est drôle parce que, tu sais, le monde... dit souvent, tu sais, parce que moi, j'étais un petit gars, je te dis, là, ça va être drôle que le monde va voir à quel point je suis minuscule à côté de toi. Pas tant, parce qu'il faut qu'ils nous voient en même temps. Ouais, non, mais ici, ils vont nous voir en double. Ils vont nous voir j'avoue que dans l'écran, il y a une légère différence. Puis tu m'as dit que la chaise allait survivre. C'est parce qu'on a une table de 12 pieds, t'étais assis à une extrémité, puis moi, je suis près de la caméra. Exact, là, c'est ça, c'est un effet illusoire. Hey, gros merci d'être là. C'est cool. Moi, quand je t'ai booké, un des souvenirs qui m'a revenu là, de quand j'étais bien plus jeune, c'est quand t'avais tiré un Boeing 737, je pense, c'était ça? Oui, c'est ça. C'est OK. Puis, tabarnak, ça, c'est énorme, là, cette affaire-là. Là. Pour être honnête, je me souviens de l'avoir tiré. Ouais. Mais je peux pas dire que je me souviens de tout... le processus. Le processus, oui, je suis capable de le décrire, mais comment difficile c'était, parce que t'es dans un état d'esprit quand ça arrive, mais effectivement, un Boeing, c'est gros, là, pis c'est pas tous les jours que t'as la chance de tirer un avion. Hein. Surtout pas un avion gros de même. Ouais, c'est gigantesque, là, cette affaire. Puis là, quand t'es dans le terminal, puis là, ils t'appellent, puis là, tu t'approches de l'avion. Là, tu te rends compte que l'avion rapetisse pas en s'approchant d'elle, grossit. Et au final, ça a bien été, là, mais c'est un des événements marquants, puis je pense qu'il a été marquant dans l'univers, ou plutôt l'imagination de bien des gens, c'est que de voir un être humain qui est capable de tirer un avion. Ben Puis là, je lisais un article aussi comme quoi tu disais que quand t'es arrivé, t'as comme un peu paniqué, tu te disais hey, je vais-tu réussir? C'est sur le départ, surtout. Ouais. C'est quand je suis parti, puis ils ont donné le signal, je me souviens, j'ai glissé. Ah, ça, puis t'avais un peu de la misère, je pense. Ouais, mais c'est ça, j'ai glissé, je tombais à genoux. Puis là, ben, il y a comme un effet de panique qui s'est installé. Puis là, ben, ce que j'ai fait, j'ai commencé à focusser sur la technique plutôt que sur le moment de panique qui s'installait, à savoir, OK, là, tu sais, quand tu glisses, t'es à genoux, ça avance pas là, pendant ce temps-là. Mais quand j'ai commencé à focusser sur les éléments que je contrôle, plutôt que sur l'immensité de la tâche, là, les choses sont bien allées, puis au final, ça a bien été. C'est sûr que ça a vraiment mal parti, mais vaut mieux finir en lion que de finir en mouton. Comme c'est ça, parce que tu as eu un bon résultat. Là, oui, j'ai eu un très bon résultat. Puis c'est quelque chose que j'essaie de mettre en pratique tout le temps. C'est que peu importe ce que tu te lances comme défi, tu vas sûrement devoir vivre des moments qui sont plus difficiles dans la réalisation de celui-ci. Donc, il faut juste pas lâcher, puis focusser sur ce qu'on contrôle. Ben ouais, puis aussi d'y aller pas par pas, là, tu sais, de pas de te dire, tu sais, si tu dis de même, t'as de la misère à tirer, tu dis que je me rendrai jamais là, mais si je peux me rendre ici, puis celle-là me rendre là, puis celle-là me rendre là, tu sais. C'est un très bon exemple, parce que, tu sais, les grandes choses sont souvent l'accumulation de plein de petites choses. Donc, tous les petits gestes qu'on accumule au quotidien font en sorte que, après X nombre de temps, des fois, c'est des années. Et là, tu réussis à pouvoir là, réaliser l'ensemble de l'œuvre puis te dire, wow, ça, c'est l'accumulation de tant d'heures, tant d'années de travail. C'est un peu ça, une vie, enfin, quand on regarde ça. Parce qu'on va accomplir plein de choses pendant notre vie. Il y en a qui n'accomplissent moins. Ça dépend toujours de ce qu'on veut faire. Mais c'est vraiment de focusser sur ces éléments-là. Puis c'est pas pour rien qu'on dit des objectifs à court terme, moyen terme, long terme. Mais tu peux le mettre en pratique, regarde, dans une compétition au niveau de la force. Tu peux le mettre en pratique dans ta relation amoureuse. La même chose. Mais tu n'arrêtes pas ces gros problèmes, on y va tranquillement, puis au bout de la ligne, ben, ça va marcher, bébé, puis tout le monde va être content. C'est qui décide, genre, mettons, de ces idées-là? Hey, on va tirer un paquebot, on va tirer un Boeing, on va... J'aimerais bien le savoir. À un moment donné, c'est quoi? Vas-tu te battre contre un ours? Ils vont te garrocher dans une piscine d'un requin. Hein? Ouais, c'est ça. Ben, j'ai l'impression qu'à quelque part... ça, c'était le World's Strongest Man, qui est une émission qui est faite pour la télé à prime abord. Donc, sensiblement, c'est influencé par le fait qu'on veut de quoi qui est spectaculaire. Ouais, c'est Deux ça. aussi, la performance. Il y a certains
commanditaires ou partenaires qu'on est en mesure d'aller chercher. Donc, on va associer le produit en tant que tel. L'avion, c'était à Malte. Okay. Donc, on est sur une île, t'es en Méditerranée. Ce que je me souviens, on était dans des endroits historiques. Puis je pense que l'avion faisait, parce que c'était Air Malta qui commanditait l'épreuve. Okay. Donc, je pense que c'était quelque chose qui était national, puis que c'était une belle fenêtre de visibilité, parce qu'en bout de ligne, c'est ça. Le World's Strongest Man est surtout une carte postale vers le monde pour montrer ses différents attraits, puis on utilise les différentes scènes disponibles pour aller justement emmener des gens qui vont compétitionner, parce que honnêtement, des hommes forts à Malte, ils ont pas dû en voir souvent. C'est ça. Ben moi je viens de Gatineau, fait que tu sais, nous autres quasiment à chaque année on vous voyait là. Au Festival des Montgolfières. Au Festival des Montgolfières. En plus, toi t'es resté là un bon bout de temps, vu que t'étais policier là, tu sais. Puis justement que je pense que t'as commencé à faire de l'homme fort quand t'étais policier justement. Oui, mais tu sais, mon rêve d'être un homme fort, ça datait de mon enfance. J'ai compris assez rapidement que gagner sa vie à lever des roches, c'est assez difficile. Ouais. Donc, j'ai décidé de me donner un plan B, au cas où mon plan A d'être homme fort ne fonctionne pas. Et je suis devenu policier, puis j'ai été engagé pour la ville de Gatineau. Okay. Puis là, moi, j'ai jamais abandonné ce rêve-là, mais la police, ou d'avoir un métier, me permettait d'avoir une base solide, d'avoir un travail et de me bâtir un avenir. Puis une sécurité, effectivement, parce qu'à un moment donné, c'est beau vivre de ses rêves puis de voir les réaliser, mais au final, ça marche pas. Faut que tu retombes sur tes pieds puis tu veux pas finir les mains vides. Donc, si tu te blesses aussi, tu sais, il y a des imprévus qui peuvent arriver. Il y a des imprévus, puis tu sais, que ça fonctionne pas en soi, c'est déjà quelque chose, un imprévu. Parce que quand tu fais de quoi, tu le fais pas en fonction que ça n'arrive pas. Non, c'est ça, exact. Donc, c'est ça le commitment que tu dois faire. Fait que t'embarques pas là-dedans en disant ça arrivera pas, t'embarques là-dedans en disant ça va arriver un jour. Mais entre-temps, faut que je gagne ma vie. Puis entre-temps, il faut que je me bâtisse un avenir. Puis là, je suis devenu policier. Puis la ville de Gatineau a été très bonne pour moi. Puis ça a été un beau tremplin. Tu sais, il y a beaucoup de choses que j'utilise maintenant au quotidien dans ma vie, mettons, de personnalité publique, si on peut dire, qui me viennent de mon travail de policier. Ah ouais? Oui, parce que quand t'es policier 24 heures sur 24. Pas seulement lorsque tu mets ton uniforme, t'embarques dans la voiture. Parce que tes voisins savent que t'es policier. Puis le monde de ton entourage le savent. Tu vois à l'épicerie, la plupart des gens vont savoir que t'es policier. Donc, tu peux pas avoir une double vie parce qu'à un moment donné, ça sera pas cohérent vraiment avec ce que tu fais, là. Ça met tes polices de jour puis bandits de nuit. C'est ça. Ça marche pas très bien ensemble. Donc, quand tu vas du pot le soir, là, ça regardera pas bien. Maintenant que le pot est légal, c'est correct, là? Ouais, c'est ça. Mais tu sais, tu regardes maintenant, t'es une personnalité publique. Les gens te reconnaissent. Et là, on l'a vécu avec les différents scandales qui sont arrivés. Donc, ton image, là, est importante. Et l'image d'un policier est importante parce qu'il représente la loi, il représente sa ville, il représente un corps policier. L'intégrité, puis tout ça. Exactement, mais comme personnalité publique, tu deviens un peu un modèle. Les gens te reconnaissent. Donc, tu peux pas être le gars qui est phoné puis qui a une certaine image dans sa vie publique, puis que le reste du temps, excuse-moi, c'est un trou de cul, ça marche pas. Puis quand tu fais des affaires, puis on l'a vécu, ça finit tout court par sortir. Donc moi, mon rôle puis mon travail de policier, c'est transposer dans ma vie d'athlète, parce que comme athlète, tu veux projeter une image. Puis comme personnalité publique, tu vis de ton image. Quand on regarde ça, les véhicules sont complètement différents parce qu'on est loin de la police quand t'es un homme fort, puis t'es loin de la police quand t'es un animateur à la télé. Mais ça reste que ce que j'ai appris dans la police, les outils que ça m'a donné, je suis capable de les utiliser maintenant dans ce que je fais, puis je les fais à travers ma carrière. Ah, c'est très nice. Puis c'est quand que t'as commencé à catcher, genre, de faire le move de « Hey, je peux lâcher, tu sais, la police, puis juste me concentrer sur... l'homme fort? » C'est une bonne question. C'est venu relativement assez tôt, puis un peu par la porte d'en arrière, parce qu'au début, ce qui est arrivé, tu sais, mon plan de match, là, il a toujours été assez simple. Je vais devenir tellement gros, tellement fort que je vais faire parler de moi, puis il va se passer quelque chose. Puis c'est ça qui s'est passé. C'est comme ça que j'ai eu ma première invitation pour aller au championnat d'hommes forts, au championnat mondial des hommes forts. Par la suite, d'avoir le support
la ville de Gatineau. Ça s'est fait un peu comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandaient, ils me disaient, va voir des confrères, va voir la ville là, pour qu'ils puissent t'aider. Parce que tu faisais beaucoup parler à Gatineau. Parce que mon rayonnement a commencé à prendre la place. Et mes premières démonstrations, c'était j'ai fait ça dans le cadre du cirque Schreiner, aux promenades de l'Outaouais. Promenade des Outaouais, c'était avec les petites fontaines dans le milieu. À l'extérieur, je m'en souviens, parce que en fin de semaine, je regardais chez moi, puis j'ai un laminé de la première page du journal, puis on me voit en train de soulever une voiture, puis de tirer une remorque pleine d'enfants. Et ce qui est drôle, c'est que tout ça, c'est arrivé un peu, on a mis ça en place sur le fly, parce que j'avais remporté le premier championnat provincial d'hommes forts qui avait lieu à Dolbeau-Mistassini au Lac-Saint-Jean le week-end d'avant. Et là, ça avait fait les nouvelles dans la revue de l'Outaouais. Okay. Puis là, on m'a demandé d'aller faire une démonstration de force. Honnêtement, je n'avais jamais fait. Fait qu'on a fait ça vraiment sur le fly. J'ai pris l'arrière du véhicule de mon chum, puis je l'ai soulevé, puis j'ai marché avec comme une brouette. Ensuite, on a rempli une remorque d'enfants. Et là, je l'ai tiré. Il y a sûrement d'autres choses que j'ai fait, mais tout ça pour dire que c'est comme ça, puis sans vraiment le savoir, c'est comme ça que ça a débuté la relation entre moi puis la population de Gatineau, où ce que d'un coup, tu avais peut-être un héros plus grand que nature, et que tu devenais quelqu'un d'ordinaire qui faisait des choses extraordinaires auxquelles les gens pouvaient s'identifier. Parce que la remorque qu'on a utilisée, mais cette compagnie-là, par la suite, est devenue un de mes bons partenaires qui m'ont supporté tout au long de ma carrière d'homme fort. J'étais encore beaucoup de liens d'amitié dans la région de l'Outaouais qui datent de ces temps-là. Et ces gens-là, ils ont été là dès le début. Donc, la ville de Gatineau, ça a été un peu ça. C'est elle qui m'a contacté pour me demander qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour me donner un coup de main. Dans la continuité de ma carrière, parce que j'ai l'impression qu'on a reconnu que le rayonnement que j'amenais pour la région de l'Outaouais, c'était bon pour la ville. Ce qui est très peu commun à l'époque, puis encore maintenant, parce qu'on n'a pas nécessairement cette mentalité-là. On le retrouve aux États-Unis surtout, ou ailleurs dans d'autres pays. Mais ici, de prendre quelqu'un qui est un employé, puis d'en faire un ambassadeur, généralement, on a des gens en relations publiques pour ça. C'est vrai, hein? On le voit bien, moi, souvent. Tu sais, comme aux States, c'est souvent ça. Ils vont prendre quelqu'un qui a bien du talent, puis ils vont foutre bien de l'argent dedans pour qu'il devienne une star. Mais ici, il faut qu'il devienne une star pour qu'il foutent de l'argent dedans pour qu'il se promette. Puis même encore là, parce qu'on n'a pas le même argent qu'aux États-Unis, puis on n'a pas le même marché aussi. Pas le même marché et pas le même thinking. C'est pas la même chose. Donc, c'est pas grave, là. C'est correct d'être différent. Puis on a un marché complètement différent. Mais dans mon cas, cette différence-là, elle me prêtait, elle était bonne pour moi. Fait que ça a pris combien de temps environ avant que tu lâches le milieu de la police? Ça a pris quoi, genre 2 ans? Écoute, c'est relativement simple. Moi, j'ai été embauché le 26 mai 2016. Ensuite, j'ai travaillé à temps plein comme policier jusqu'en 99. À partir de 99, là, c'est là que la ville a commencé à me donner un coup de main et m'octroyait l'équivalent d'environ 6 mois de congés par année. Pour pouvoir me concentrer. Ils adaptaient ce qu'ils ont fait, ils m'ont donné une banque de congés payés. Puis là, moi, j'ajoutais à ça mes fériés, mes vacances, puis mes maladies que je prenais pas, que je pouvais transformer à ce moment-là en congé. Donc, tout ça me donnait environ 6 mois, ce qui me permettait justement de m'entraîner puis de compétitionner. J'ai fait ça pendant 2 ans. Par la suite, j'ai fait une demande de congé sans solde, puis ça m'a été octroyé. Et là, à partir de 2001, je tombais à temps plein. Donc, enlevé le filet. J'avais quand même gardé un lien d'emploi avec la ville. C'est bright, en fait, ça. Puis là, j'étais sans solde. Puis ça n'a pas été facile à avoir, mais ça a fonctionné encore une fois. J'ai été nommé en 2004 ou 2005 grand citoyen de la ville de Gatineau. Fait qu'il y a beaucoup de choses là, qui se sont déroulées. Puis entre ça, j'organisais l'événement au Festival de Montgolfière de Gatineau. Donc, c'est des belles années. J'ai beaucoup de beaux souvenirs. Puis, pas certain que ça s'était passé ailleurs, qu'on aurait réussi à mettre ça sur pied pour avoir cette relation-là. Puis c'est même chapeau aux dirigeants de la ville à l'époque, qui ont montré quand même beaucoup d'audace puis d'ouverture de pouvoir dire qu'ils voulaient s'associer avec moi puis me supporter dans mon rêve. Puis, par la force des choses, quand je suis tombé sans solde, là, j'ai compris que j'étais capable de gagner ma vie autrement que d'être policier. Et là, ça m'a créé des opportunités en affaires et j'ai décidé de poursuivre ces opportunités-là. Mais ça en passait pas. J'aurais vraiment aimé, moi, garder un lien d'emploi avec la ville de Gatineau
pour travailler aux communications, puis ça Ok, m'aurait ah ouais? oui, c'était en route, là, puis ce qu'on voulait faire, mais en 2008, il y a eu des élections, et là, il y a eu un changement au niveau des dirigeants politiques. Ouais. C'est quoi, c'est Petno-Jobin qui est rentré? Non, ou, c'est... Yves... C'est-tu Yves? Oui. Comment il s'appelle? Okay. Yves Robert? Non, ça? non. Yves Séguin. Non plus. Asti. Caline! Hey, ça fait longtemps, là. Ouais. Oui, parce que t'as eu M. Labine, après ça, t'as eu le maire du Charme. Puis ensuite, c'est lui, là. Peu importe. Pas bien important. Ouais. Tout ça pour dire que là, on s'est ramassé un peu entre deux chaises parce que le directeur général de la ville, c'est lui qui est en charge du dossier. On a eu des rencontres, puis ça s'en allait dans la bonne direction. Ouais. Yves Ducharme? Ça, c'est Yves Ducharme. Ouais. L'autre, c'était quoi? Esti-moi-tout, ça me gosse, on dirait. En tout cas. Ouais, puis là, ben, c'est lui qui est rentré au pouvoir. Et là, ben, il y a eu vraiment un gros vent de changement. Puis là, ben, à ce moment-là, ben, j'ai dû prendre une décision parce que je savais que si on fermait pas l'entente, ben, c'est pas lorsque j'allais revenir sur la patrouille que ça allait se faire. Ouais. Et en plus, honnêtement, de retourner sur la patrouille, ça n'aurait pas été nécessairement un avantage puis un outil tant que ça, parce que à ce moment-là, je commençais déjà à être très populaire. Puis ce qui s'est produit, c'est que déjà en 2001, quand j'ai commencé le Sans-Soude, j'arrivais sur un appel, puis l'appel, au lieu de prendre 20 minutes pour un appel de routine, mais ça pouvait s'étendre à 45 minutes, 1 heure, parce que les gens voulaient avoir des photos, des autographes. Là, ouais. C'était déjà une source, je te dirais, là. Il y a des appels que c'est correct, mais des appels que t'as pas le choix. Mais non, c'était l'urgence. Oui, puis t'es policier, là, t'as une job à faire, là. T'es pas la personnalité publique qui s'en vient faire de la police, là. Donc, là, je me disais, si je reviens en 2008 puis je fais ça, ça va être l'enfer de retourner travailler. Puis ce que je voulais pas créer, c'est que oui, tu vas faire ta job parce que t'as pas le choix, tes dirigeants vont te dire, il faut que tu la fasses. Puis là, tu vas devenir la personne que le monde trouve sympathique, puis d'un coup, il a l'air bête parce que tu vas devoir faire ta job. C'est ça. Donc, j'ai pris la décision de passer à d'autres choses. Je suis parti en affaires, puis honnêtement, quand je regarde ça, ça a quand même bien viré. Moi, c'est ça, si on rentre un peu là-dedans, avoir ton gabarit en étant policier, est-ce que c'est un avantage ou un désavantage? Est-ce que c'est sûr que t'es imposant, tu fais peur, mais est-ce que c'est un plus petit court vite? Tu peux-tu aller le rejoindre? Ou... Ben, tu sais, la police, c'est un peu comme une équipe de football. Ouais. T'en as de toutes les grosseurs, puis de toutes les saveurs et toutes les couleurs. Donc, s'il y en a un qui court vite, il y en a un avec moi qui court. C'est exactement. Toi, t'es là pour défoncer des portes. Puis c'est ça qu'il faut vraiment prendre conscience. Ton travail de policier, c'est de le faire en équipe, en utilisant les forces, puis en complémentant les faiblesses qu'on peut avoir avec d'autres policiers ou policières. Donc, puis pour revenir à ta question, que d'être gros ou petit, dans les deux cas, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, moi, dans mon rôle de policier, mon gabarit devenait surtout un avantage de la manière dont je l'utilisais. Le seul désavantage que j'avais, c'était au niveau de l'habillement. Ensuite, dans le véhicule patrouille, avec tous les outils puis les équipements qu'on y retrouve, on n'est pas bien, t'es pas confortable. Puis après ça, l'équipement qu'on nous donne, que ce soit les pantalons, les bottes, généralement, on y va pas pour les plus confortables, on y va souvent pour ce qui est le moins cher. Donc, ça se ressent quand on l'a dans les pieds, là. Mais... Ils pourraient habiller leur monde avec du Hugo Strong, là, par exemple, il sera... Hugo Strong! Il sera en voiture, là, il n'y aurait aucun problème. Puis, fait que c'est ça. Fait que pour moi, ça n'a pas été un outil défavorable, ça a plutôt été un outil qui jouait à mon avantage, mais parce que j'étais assez intelligent pour comprendre les subtilités que ça l'amenait avec. Puis, c'est un peu comme une game d'échecs. T'essaies de voir les coups venir plutôt que de réagir quand ça arrive. Exact. Puis, ça a-tu déjà arrivé qu'il y en a qui ont résisté à une arrestation que... Ça arrive tout le temps. Il y a quelqu'un qui est en état d'ébriété ou il est sous l'influence de la drogue, n'a pas nécessairement le même jugement. Donc, peut-être qu'il boit brun gros dans l'état qui est, puis que je suis réellement. Puis peut-être. C'est juste qu'il pognait peut-être le faux Hugo, là. Mais ça se terminait vraiment à leur avantage. Puis pas parce que c'était moi, c'est que, comme je l'ai mentionné tantôt, si je vois... Parce que t'as la beauté, toi, d'être sobre, t'as la beauté d'être concentré, t'as la beauté aussi d'être professionnel et d'être entraîné. Ce qui fait en sorte que les situations, généralement, c'est un bon jugement. Tu vas sentir vers où ça s'en va et tu vas agir en conséquence. Tu sais, il va demander du backup.
Là, ben, il va arriver d'autres policiers. Puis là, ben, sur une scène, on est plusieurs. Ben là, à un moment donné, je sens qu'il se passe quelque chose. Je vais demander faire signe à quelqu'un. Approchez-vous. Donc, avant de dégénérer, t'as déjà préparé le terrain. Et le but, c'est de te protéger toi et de protéger la personne aussi. Parce qu'au final, c'est pas je vais avoir le dessus sur toi, mais pour avoir le dessus sur lui, peut-être je vais devoir utiliser ma force d'une manière que je vais le blesser, ou l'inverse, que c'est la personne qui va avoir le dessus sur moi puis que c'est moi qui va se faire blesser. Donc, le but de ça, là, c'est de faire ton travail, résorber la situation, puis là, tout ça, puis juste faire ta job. Donc, si tu dois l'arrêter, tu l'arrêtes. Puis si au final, t'as terminé la menace, puis que tu laisses aller tout le monde, mais tu l'as fait. Ce que tu veux faire, c'est que ça se passe de façon professionnelle, puis avec le moins de dommages possible. Nonobstant la grosseur, la force que j'ai, les outils que t'as. C'est pas l'endroit pour le faire. Il y a un endroit pour utiliser la force, c'est en compétition. Quelqu'un qui fait des arts martiaux, mais il y a un endroit pour ça aussi. Donc, t'es pas là pour utiliser ton ego. Exactement. C'est pas l'ego, là, c'est correct d'en avoir, mais il faut jamais que l'ego prenne le dessus. C'est là que les problèmes commencent. T'as été policier pendant que ça brassait beaucoup dans le vieux hall. Tu sais, il y avait... Mais moi, j'étais à Gatineau. OK, fait que tu patrouillais pas dans le vieux hall? Moi, je vivais le vieux hall quand j'allais veiller. Mais comme policier, je vivais pas le vieux hall. Fait qu'on avait, nous autres, la belle job. Parce qu'on on avait le bon côté des choses. Nous, ce qu'on avait à Gatineau, c'était les bars de danseuses. Le Pigalle. Oui. Puis, fait que là, ben, ça brassait moins. Le tabou dans le temps. T'avais le Pigalle, le tabou, le 7-7. 7-7 est encore là. Il est encore là. Ça fait longtemps, là. Ils l'ont rénové. Il y en avait besoin. Donc, on avait, je te dirais, c'était une crowd différente. Puis au niveau de la criminalité, ben ça se ressemblait, là. C'est juste que pour monsieur, madame, tout le monde, on était plus conscients, ça brassait souvent. Dans des quartiers un peu plus à Hull, spécifiques. à cause, justement, les Anglais venaient veiller à Hull. Puis là, ben, pour eux autres, là, au Québec, ils se la pétaient pas mal. Puis là, des fois, ça créait des conflits. Tout le temps, exactement. Puis ce qu'ils ont fait, d'ailleurs, c'est qu'ils ont mis les heures de fermeture à 2 heures. Partout sur le territoire de la ville de Gatineau. Comme ça, ils peuvent pas, même s'ils pognent le pont, ça va être fermé. Ouais, ben, c'est ça qu'ils faisaient. Les autres, ils allaient veiller à Ottawa. Ça fermait à 2 heures, puis les transféraient au Québec. Là, on s'entend, ils arrivaient déjà sous l'influence de l'alcool. Donc, c'est plus propice à créer des problèmes. Parce que dans ça brassait en tabarnak. Et ça brassait beaucoup. Tu sais, on se met à... Même si tu regardes ça, là, puis tu te mets en perspective de l'époque, toi, t'es avec ta gang de chums, t'es à Hull, c'est tout le monde qui se connaît, c'est tous des francophones. Là, ils débarquent la gang d'anglais à 2 heures du matin. Toi, t'es déjà pas mal avancé, puis eux autres aussi. Puis t'as déjà, tu sais, une mauvaise... Ben, je pense... Sais-tu quoi? Interprétation, peut-être. Convaincu que si tout ce monde-là se serait ramassé en même temps à 10 heures le soir, puis qu'ils arrivent tout à jeun, puis qu'on se met à avoir du fun, puis on se met à veiller, possiblement qu'à la fin, ça vire pas de même. Moi, je crois vraiment là que là, c'est comme 2 mentalités qui ont parti dans 2 endroits différents avec leur réalité, puis là, tout d'un coup, ils se ramassent au même endroit, puis là, ben, tu rajoutes l'alcool là-dedans, puis tout ce qui vient avec, mais t'avais un beau melting pot pour ça, parce que ça brassait beaucoup, parce que parfois, il allait en backup, justement, parce qu'il perdait le contrôle. C'était la Maine qui appelait, si je me trompe pas. Ben, tu sais, c'est où ce qu'il y avait, dans le fond, le petit Chicago. Je m'en souviens, mais il y avait plusieurs noms pour l'écrire. Le 4 jeudi, puis dans le temps, c'était avant l'addiction, fait que je me souviens même plus c'était quoi le nom, là, mais... En tout cas, c'est dans le vieux hall, là, tu sais, la rue Aidée aussi, là, tu sais. Ouais, puis il y avait beaucoup de monde. Moi, c'est pas un endroit que j'appréciais vraiment. Là, des fois, j'allais veiller, puis je tripais pas, il y avait vraiment beaucoup de monde. Tu sais, même, honnêtement, il y avait peut-être trop de monde pour ce que ça pouvait recevoir. C'est comme genre un quartier quasiment, le kit de oui, puis je me souviens, t'arrivais, tu rentrais là, ben, tu sais, si t'arrives déjà à mocher, puis que là, tu t'accroches. Anyway, bien content. Vous n'avez pas à dealer avec ça, c'est une base régulière, puis c'est une bonne affaire. Y a-tu des affaires qui t'ont marqué d'une situation, t'es arrivé, t'as vu, puis ça t'a marqué durant que t'étais petit? Ben, il y avait eu une altercation dans un bar à Gatineau qui était sur, je pense que c'était la rue du Parc. Hey, ça fait tellement longtemps. Puis, tout ça pour dire que je reçois l'appel, il est 4 heures du matin, c'était en fin de soirée, puis il y a une bagarre qui a éclaté. Et là, il y a quelqu'un qui aurait frappé un autre en véhicule, puis ça rentre un peu tout croche. Quand on arrive là-bas, c'est le sentiment de panique. Il est parti par là, il s'est sauvé, il est dans un camion, puis il nous donne la couleur.
Puis là, ben, il a frappé un tel. Mais là, on comprend pas trop. Tout ce monde-là est quand même assez avancé, là. Puis ils sont en panique, en Ouais, puis là, on sait le gars est chaud, puis il est parti en véhicule. Fait que nous autres, on part. Puis là, d'un coup, on regarde. Puis il y a une trace en terre. Là, je dis avec mon partenaire, veux-tu bien me dire c'est quoi cette trace-là? Là, on suit ça, là, comme si il y avait quelqu'un qui son pneu il serait resté saisi, là, puis le pneu frotte par terre, là. Puis là, ben, t'as une belle grosse trace noire, là. De nuit, là, il est 4 heures du matin, ça a l'air bien noir. Fait que tout ça pour dire que ce qui est arrivé, on a suivi ça, on est arrivé à Buckingham, on parle de 27 points quelques kilomètres plus loin. Hey, c'est loin, là. Puis là, on est arrivé dans un tournant. Tu pognes l'autoroute, puis tu continues pendant Les autres, ils ont pris 148. minutes, nous autres, on suivait les traces par la 148. Okay. Après ça, il a monté par Georges. Puis là, ben, quand on est arrivé dans une courbe, il y a quelque chose à terre. Puis là, le quelque chose à terre, on débarque, on s'approche, on voit, c'est un corps. Fait que c'était le corps qui était pogné. C'était le corps qui était pogné en dessous du camion puis qui a frotté à terre tout le long. Ah! Fait que oui, ça a été un événement marquant. Parce que là, je te raconte ça vite, il y a beaucoup d'étapes. Parce que là, on l'a découvert, c'était quoi? Seulement que lorsqu'on l'a trouvé, mais lui, c'est à 148, le gars, il a passé aux côtés de quelqu'un qui avait fait une crevaison, il a manqué le frapper. Puis là, ben lui, il avait appelé au poste aussi pour dire qu'il y a un camion qui venait de passer, qu'il y avait un flat puis qui roulait à grande vitesse. Ça, c'était le corps qui se promenait. Fait qu'il n'y avait pas un flat. Sortir, non, mais à vrai dire, il était déjà décédé à ce moment-là. Oui, non, mais que lui, le corps, il devait ballotter au vent, puis taper, puis il devait faire un certain bruit, puis le gars pensait que c'était un... En tout cas, fait que là, tout ça, il y a plein d'étapes, puis quand tu remets tout ça ensemble, tu fais « Tabarouette, oui, ça m'a frappé. » Puis ce qui est le fun, étant donné que moi, avec l'information que j'avais réussi à retracer le conducteur, puis j'avais eu la chance, étant donné que c'était ma cueillette d'enquête puis d'information qui avait permis de savoir où ce qui était, mais j'avais pu procéder à l'arrestation de l'individu. Fait que ça j'imagine dans ce moment-là, faut que tu gardes ton calme, tu sais, parce que faut pas que le côté humain un peu comme vengeur reste en bas. Mais ça se passe pas vraiment de même, parce qu'il y a tellement de temps entre chaque étape là, que... Tu sais, par le temps, moi, j'ai trouvé le corps, on a fait une scène, tu fais la protection de la scène. Puis là, ben, on avait de l'information, couleur du camion, je me souviens plus, on avait de l'information sur le nom de l'individu. Peu importe, je pense que non. Mais ce que je me souviens, il y a un taxi qui est arrivé, puis j'ai demandé au gars de taxi, t'as-tu vu un camion brun? Puis là, il me dit, oh oui. Ah ouais? Puis là, il me dit, t'es allé le porter où? Tu l'as ramassé où? Fait que là, j'ai envoyé un véhicule. Moi, j'ai avisé l'enquêteur en charge. J'ai envoyé un véhicule avec le chauffeur de taxi. Ils ont trouvé le camion, ils l'ont identifié. Ils sont allés. Finalement, il était pas là. Lui, il s'était réfugié à une autre adresse. Là, on a réussi à savoir était où l'autre adresse parce que le chauffeur de taxi, c'est là qu'il l'avait emmené. Puis là, ben, après ça, ben, moi, il s'est passé peut-être un 7-8 heures entre le moment qu'on trouve le corps et que je procède à son arrestation. Donc, lorsqu'on le fait, il y a un plan en place parce qu'il faut comprendre, là, c'est pas décidé sur le fly. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui participent, c'est réfléchi. Puis là, quand on s'en va là-bas, on n'avait pas d'escouade tactique à l'époque, donc il a fallu comme préparer l'opération. Et là, tout le monde a des rôles bien précis. Puis j'avais celui de procéder à son arrestation. J'avais vraiment trouvé ça cool à l'époque parce que t'as participé à l'ensemble de tout ça, puis au final, ben, on a mis la main dessus. Ouais, puis t'enlèves quelqu'un de mauvais, dans la société. Ben, ouais, puis rendu là, ça c'est le bout. Tu sais, ben, tantôt tu parlais que le côté humain, malheureusement, il y a beaucoup de fois que tu vas porter des jugements que tu vas garder pour toi parce que t'es pas juge, toi. Toi, t'es là pour faire une job. Ouais. Tu fais le rapport, tu procèdes à l'arrestation, tu vas le porter, tu l'écroues, puis par la suite, ben, c'est le procureur, puis ensuite, c'est le procès. Fait que, des fois, ils ont peut-être pas les sentences que t'espérais qu'ils auraient. Puis tu peux pas juger de ça. Ce qui t'amène à dire, c'est, on a enlevé un pas bon dans la rue, tu sais, pour chaque fois qu'on en met un en prison, il y en a peut-être 2 qui sortent. Donc, tu peux pas faire ton travail en pensant comme ça, parce qu'au final, tu te décourages. Ben ouais. Parce que devenir cynique. parce que tu veux faire une différence, puis des fois, t'as pas nécessairement l'impression que t'as fait tant que ça. Ben, merci pour ton témoignage, man. Crise d'histoire, mon gars. Puis là, toi, que ça t'a-tu marqué, ça, ou, tu sais... Moi, je suis bien fait. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de situations qui auraient dû me marquer,
qui, pour moi, une fois que j'enlevais ma chemise, ouais, t'étais que capable je repassais à d'autres choses parce que de lâcher prise. Hein? Cette situation-là, mais le lendemain, ça a fait les nouvelles. Puis moi, je suis arrivé à la maison, puis je me suis couché, j'ai juste fait de l'overtime, puis je n'ai pas parlé. Puis là, à un moment donné, quand je me lève, ma blonde, « Hey, tu as vu ce qui est arrivé? » Ben oui, c'est moi qui étais là-dessus. « Hey, comment ça, tu me l'as pas dit? » Je n'y ai pas pensé. Puis c'est une bonne chose, parce que quand tu traînes le travail... Parce que je dors, tabarnak! Laisse-moi parce que c'est pas long, quand tu te mets à capoter sur toute la souffrance humaine que tu vis, puis que tu vois, puis que t'es témoin, mais si t'emmènes tout ça chez toi, à un moment donné, c'est toi qui commences à avoir des problèmes. C'est ça, exact. Fait que j'étais bien fait pour ça. Ouais. Si on en revient avec l'homme fort puis tout ça, là, c'est ça, en 2002, t'es devenu champion du monde. Puis ça, c'est les super séries. Oui. Puis je me demande qu'est-ce que ça demande justement comme sacrifice pour pouvoir te rendre là, tu sais? Je te dirais là, que peu importe la discipline, que ce soit les hommes forts, que ce soit hockey, pilote automobile, quand tu te ramasses à un certain niveau pour faire partie de l'élite et faire être l'élite de l'élite, ben les sacrifices, là, honnêtement, ils en font tout. Si tu deviens tellement concentré sur ce que tu fais que tu débarques un peu de la réalité dans le sens que, tu sais, moi, il y a une grande période de temps, là, si on revient dans cette époque-là, moi, ça consistait à travailler, m'entraîner, manger, dormir. Donc, il y a plein de séries télévisées que j'ai pas écoutées. Parce que j'écoutais pas la télé, j'avais pas le temps. Ouais. T'es trop focusé. Concentré. T'es concentré. Une fois que tout ça s'arrête, puis là, tu commences à vivre, puis à vivre un peu comme la normalité des gens. Là, tu fais « Wow! Hey, c'est pas compliqué. » Il y a de la musique que j'ai découvert après ma carrière. Ah ouais? Ouais. Fait que là, moi, là, au début des années, mettons, 2011, 2012, là, j'entendais une toune, hey, c'est donc bien bon, ça vient de sortir, c'était comme 2003, 2002, 2001. Ouais. Fait que complètement, là, t'étais vraiment déconnecté. Parce que t'es vraiment, là, tu t'isoles, puis tu te concentres tellement sur ce que t'as à faire, parce que c'est tellement difficile pour ne pas lâcher, puis de continuer à progresser, puis à avancer. Parce que il y a t'as plein d'obstacles, t'as plein de challenges, puis il faut que tu trouves des solutions. Vous savez, un exemple facile, il n'y a pas eu que l'aspect force, c'est l'aspect... Moi, une année de compétition, ça revenait à environ à 80 000 $ par année. Fait que là, il faut que tu trouves une façon... Ben, mes bourses, tout l'argent que je faisais, je la mettais où? Je la mettais là-dedans. Ben ouais. Fait que là, j'avais pas le luxe d'avoir un commanditaire qui payait toutes mes dépenses pour l'année, puis que là, la bourse te met dans tes poches. Donc, c'est pas ça que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu, je l'ai appris à la dure, dans le sens que ma passion puis mon rêve, je l'ai financé moi-même. Ouais. Je l'ai financé à la sueur de mon front, puis je l'ai financé avec l'argent que je gagnais. Puis après ça, ben, c'est la protéine, les suppléments alimentaires, la nourriture, parce que au gabarit G, tu manges pas comme un oiseau. Fait que là, la dernière affaire que je veux manquer, c'est de quoi manger. Tu vas couper ailleurs, mais pas dans la bouffe. Ça fait que là, c'est les vêtements, hein, il y a plein des choses que ça passe en deuxième, là. Donc, ta vie vient... Pour moi, j'étais pas un homme fort... je pratiquais pas le sport des hommes forts. Moi, je suis un homme fort. Tu comprends? Là, je le vivais. Là. Je le vivais tous les jours. Je le vivais intensément. Là. Ça fait que... C'est ça, c'est pas juste un mode de vie, là, c'est une obsession. Là, ça devient ça. Ça devient, comme on dit, t'as mettons, comme les infirmières, c'est une vocation. Ouais. Ça va plus que l'aspect professionnel, c'était ça. Je me souviens des fois que je patrouillais, puis j'étais avec mon confrère de travail, puis là, on commençait à parler, mettons, de formation, les cours, puis on se projetait dans l'avenir. Puis là, c'est quoi tu veux faire, toi? Ben là, moi, je vais te faire des hommes forts, puis je vais faire ci, je vais faire ça. Ouais, mais ça va faire quoi avec la police, ça? Ouais. Parce qu'on avait deux réalités. C'est là. Ça, là. Mais mon but n'était pas de devenir un chef de police. Mon but, moi, j'étais policier, puis je travaillais. Mais ma passion, c'était vraiment ça. Là. Puis j'ai adoré mon travail de policier. J'ai choisi ça parce que ça concordait avec mes valeurs puis mes principes. Mais au final, ma vraie passion, c'était l'entraînement. Puis c'est l'affaire, je te dirais que
que je suis le plus content, c'est de pouvoir dire que j'ai réussi à faire une carrière, ma passion. Puis c'est souvent ce que je vais donner comme conseil aux gens. Vivez vos passions, puis tu donnes au maximum. Puis c'est ça l'affaire des fois entre réussir et ne pas réussir, c'est le commitment ou ce que tu vas te donner à 100%. C'est pour ça que je disais tantôt, quand tu arrives en haut de la montagne, tu te rends pas là quand tu te donnes à moitié, tu te rends là quand tu te donnes à 100%, puis tu te donnes à 110%. Et ça veut dire qu'il y a des journées que ça te tente moins, mais tu vas donner 100% de la journée que tu as. Pareil. Fait que je suis à 70, je vais donner 100% de 70. Mais quand tu commences à couper les coins ronds, puis tu commences à en donner moins, le résultat est moins là. Et le problème, là, c'est que on a tendance, nous, à créer des habitudes. Donc, ces habitudes-là, ben, quand on tourne les coins ronds une fois, on commence à les tourner plus souvent, puis ça finit qu'on les tourne tout le temps rond. Pas les justifie plus. Exactement. Puis là, tu te demandes pourquoi ça n'a pas marché. Ben, c'est simple. Tu n'as pas cru assez. T'as arrêté de donner. Tu n'as pas cru assez. T'as cru qu'à un moment donné, en donner moins, elle allait me donner le même résultat. Ça fonctionne pas comme ça. Tu sais, avec mon jeune, mon garçon, on travaille beaucoup là-dessus. Il est dans le football. Il est dans le football, puis là, à l'école, des fois, c'est pas toujours facile. Puis là, il a commencé à comprendre. Si tu travailles 1 heure, ça va te donner un résultat. Si tu travailles 1 heure et quart, ça va te donner un autre résultat. Mais à un moment donné, qu'est-ce que toi, tu veux comme résultat? À partir de ce moment-là, ça va établir combien d'efforts et de travail tu vas devoir mettre pour l'atteindre. Ce qui veut dire, moi, mon objectif, c'est d'avoir 75% de moyenne générale, mettons. Puis, ben, si ça me prend 1h30 d'études par soir, ben, bingo. C'est ça que tu as. Le minimum qu'il faut que tu donnes pour avoir le résultat que tu veux avoir, c'est ça. Mais là, si toi, ton résultat, c'est d'avoir 100%, on parle plus de la même game. Donc, pour devenir champion du monde, est-ce que tu vis 75 ou 100? C'est ça. Tu vis 100. Puis là, t'es pas tout seul. Parce qu'il y a plein de gars qui vivent 100. Qui vivent même peut-être 150, ouais, exact, c'est ça. Donc, puis ça, mais tu le vois dans tous les sports et toutes les disciplines. C'est ce qui fait que aller aux Olympiques, là, c'est un méchant exploit. Parce qu'il y en a du monde dans le monde qui s'entraîne pour aller aux Olympiques. Puis qui en font des sacrifices. Pendant font 4 ans. Puis qui y vont pas. Ouais. Puis il y en a qui y vont, puis là, tu dis, il a fait 8e. Il a choqué. Excuse-moi, là. C'est un champion. Ouais. Parce que juste de se rendre là, tu te rends pas là par la porte d'en arrière. Là. Tu t'es pas qualifié par la porte d'en arrière. Là. C'est pas parce que crime, je pratique un sport, je suis tout seul. Là. Généralement, là, y a pas mal de monde, puis c'est tout un processus. Donc, les gens qui dominent dans leur discipline, ça donne une idée de l'engagement qu'ils doivent avoir face à leur discipline. C'est ça que ça prend pour être le meilleur. Moi, je me pose une question parce que là, c'est les super séries que tu as gagnées, là, qui est IFSA. Ça, ouais. Est-ce que c'est la même affaire que le WSM? Maudite bonne question. C'est le fun que tu l'amènes. Ouais. Le World's Strongest Man, là, si tu vas chercher, là, le World's Strongest Man est encore aujourd'hui un show télé. OK. C'est un show télé qui est basé sur une compétition qu'on met des hommes forts. Donc, c'est vraiment fait pour la télé. Étant donné que c'est le premier show qui est devenu télévisé de façon mondiale, c'est aussi le plus connu, le plus populaire. Mais en soi, ça reste que, comme tu mentionnais tantôt, les épreuves et comment ils font les choses est fait en fonction de la télé. OK, fait que c'est plus pour le show que... Ça enlève rien aux athlètes. Okay. Les athlètes, là, parce que tu retrouves les mêmes gars. À l'époque, ce qui s'est produit, c'est que là, tu avais le World's Strongest Man, puis il y avait beaucoup de... La IFSA, c'était la fédération, International Federation of Strength Athletes. Puis là, ben, il y avait beaucoup de mécontentement, justement, parce que la télé avait beaucoup à dire dans le choix des épreuves et comment faire les choses, et ça déplaisait aux athlètes, puis aux organisateurs. Donc, ils ont voulu faire un circuit parallèle pour déterminer qui est le vrai homme le plus fort du monde, et là, qui était contrôlé par les gens du sport, comme ça se passe partout dans le monde, dans d'autres disciplines. Fait que nous autres, c'est parce que le sport est comme... il existait, mais pas de façon organisée. Ça s'est organisé en envers. Quelqu'un a décidé de faire un show télé de ça, parce que dans les premiers World's Strongest Men, il invitait pas des hommes forts. Il invitait des gens, il y avait des gars de football. T'avais des powerlifters. T'avais des culturistes. Donc, des gens qui démontraient puis qui projetaient une image forte, mais pas nécessairement des hommes forts. Donc, le sport s'est bâti autour de ça. Donc, ce qu'ils ont créé la super série, où ce que là, t'avais des tournois, donc des compétitions un peu partout dans le monde. Et là, t'accumulais des points, un peu comme au tennis ou dans d'autres disciplines, qui déterminaient à la fin de l'année qui était champion. Donc, si tu filais pas bien une fin de semaine,
ça se peut, mais tu pourras pas mal filer pendant un an. Donc, le talent, puis les meilleurs, ben, ils ressortaient. Mais quand je disais, ça enlève rien, le World's Strongest Men, là, c'était les mêmes gars. Fait que c'était ça qui était un peu bizarre. Fait qu'on avait créé 2 divisions, 2 champions du monde, mais principalement les mêmes athlètes qui compétitionnent dans les 2 championnats. Donc, t'en as un qui ont voulu plus légitimer pour que ça devienne la référence. Et là, ben, quand ça a commencé à diviser, parce qu'il s'est créé ensuite un autre championnat du monde, et là, t'as encore les mêmes athlètes. Là, ça a commencé à perdre un peu de son attrait, dans le sens que, au niveau crédibilité, ça devient de moins en moins crédible, parce que tu peux pas avoir, l'exemple que je donnais à l'époque, c'est comment tu fais, Michael Schumacher était en Formule 1, mais il était pas en NASCAR. Fait que tu pouvais pas faire les deux. À un moment donné, tu choisis. Puis là, nous autres, là, ça se construisait. Fait qu'il y avait beaucoup de mécontentement. Puis il y avait beaucoup de jeux de pouvoir. Parce que c'était pas... Il y a des organisations, quand ils ont créé la Super Série, mais là, il y a des investisseurs. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Et là, c'était la fédération qui était derrière ça. Mais la fédération voulait pas perdre la main sur le World's Strongest Man. Donc, ils organisaient le championnat du World's Strongest Man pour eux aussi. Donc, au niveau crédibilité, là, on aurait pu faire mieux. Puis honnêtement, c'est ce qui fait que le sport a pas nécessairement grandi. Parce que ça aurait dû grandir. Moi, je me souviens, là, j'ai regardé les premiers UFC, puis quand ça a commencé, puis là, à un moment donné, c'est tombé sur Spike TV. Puis il y avait Ultimate Fighter, puis j'écoutais ce show-là. C'est ça, ça a sauvé la UFC. Exactement. Mais nous autres, là, c'est ça qui a manqué. Ça a manqué de vision, et les gens qui étaient derrière ça, ils croyaient pas assez. Parce que s'ils auraient cru, la fédération serait complètement débarquée du show télé pour focusser à bâtir la Super Série et le circuit d'hommes forts, puis là, s'arranger pour que tout le monde vienne sous le même parapluie. Et là, ensemble, là, ça aurait fonctionné. On aurait créé quoi? De la richesse pour les athlètes. Parce qu'on va se le dire, l'argent c'était ridicule. Là. Donc, l'argent serait rentré. Ça aurait rajouté quoi? De l'argent, puis ramener des fonds au niveau commandite, parce que au niveau crédibilité, ça l'aurait construit aussi. Plus de monde qui regarde, plus de commanditaires. Parce que là, l'argent dans le show télé, elle est où, tu penses? À la télé. Pas dans les poches des athlètes. Mais non. Sauf que les athlètes, là, le défaut qu'on avait, c'est qu'on on faisait pas ça pour l'argent. On faisait ça pour être le meilleur. Moi, mon but, là, je pensais pas au chèque que j'allais gagner quand je compétitionnais. Je pensais à quelle position j'allais finir. Puis la position que je voulais avoir, c'était la position de première. Tu vas être le meilleur des meilleurs. Donc, on était un peu toutes là-dedans. Parce que ce qui est drôle, c'est que tu prennes Sven Karlsson en Norvège ou Magnus Samuelsson en Suède, on avait sensiblement le même parcours, différent dans d'autres pays, mais animé par la même passion puis la même envie de vouloir être le meilleur. C'est ça. Puis là, rendu là, on aurait compétitionné, j'allais faire une démonstration pour rien, j'en ai-tu levé des affaires que... Juste pour montrer que j'étais le plus fort, c'est exactement ça. Donc, on devenait un peu les dindons de la farce, parce qu'on s'est fait abuser beaucoup, puis ça a créé beaucoup de distance, parce qu'il y en a qui tiraient avantage de la situation au niveau des promoteurs. Ensuite, il y a des athlètes que ça les avantageait un peu. Il aurait vraiment fallu avoir un front commun, puis une volonté commune pour pouvoir bâtir ça. Et là, aujourd'hui, on aurait un sport qui serait peut-être aussi gros que le UFC, ça avait été fait de même. Moi, je me demande aussi, maintenant, dans les compétitions, tu sais, moi, j'ai écouté le film de Louis Cyr, puis tu sais, il y avait comme, surtout dans ce temps-là, tu sais, il y en a qui fakaient les poids, tu sais. Est-ce que ça arrive, ça, aujourd'hui, tu sais? Des compétitions que... Je pense pas qu'il y ait besoin de faker les poids. Non? Non. Fait que ça se passe pas, là, ça. Honnêtement, je crois pas. Je parle dans les compétitions. Ouais, je pense pas. Non. Non. Tu t'as jamais entendu parler de ça? Je pense pas. Je pense que peut-être il y a des trucs. Des trucs qui sont inexactitudes, là. Okay. Mais que tu peux parler à des kilos près. Mais est-ce que de là à dire à faker des poids, parce que je suis conscient qu'à l'époque de Louis Cyr, là, il y avait certains autres hommes forts qui mentionnaient qu'ils levaient certaines charges, puis que là, c'était pas ça. Mais non, tu le vois avec les résultats, puis peu importe, honnêtement. Je vais donner un exemple. Si je te dis que ça pèse 500 livres, on est 10 gars, puis qu'il faut le transporter, mais qu'on transporte tout de quoi qui pèse 300 livres, au final... On l'a tout levé. On l'a tout levé, puis on a tout fait le mieux qu'on pouvait avec ce qu'on avait, puis c'était seulement que 300 livres. Fait qu'ils l'ont peut-être fait sur le dos du spectacle. Donc,
Est-ce que moi, comme athlète, est-ce que ça change de quoi au final? Je crois pas vraiment. Là. OK. Peut-être que ça change de quoi, c'est peut-être que tu penses que t'as fait plus que t'as fait réellement. Ouais. Puis, est-ce que dans ce milieu... Parce que, tu sais, dans le milieu de la UFC, moi, quand j'avais reçu des combattants de UFC, ils disaient qu'il y avait beaucoup de stéroïdes à UFC, mais est-ce que du côté des hommes forts, est-ce qu'il y en a, ça, de ça? Puis, si oui, est-ce que c'est surveillé? Moi, ce que j'aime, c'est comment tu emmènes ça. Est-ce qu'il y en a, ça, de ça? On va mettre de quoi clair, si ça fonctionnait pas, on n'entendrait pas parler. Donc, des stéroïdes, il y en a partout. Puis il y en a dans beaucoup de sports. Est-ce qu'il y en a des hommes forts? Ça fait pas de différence, il y en a aussi. Il y avait des compétitions où on était testé, il y a des compétitions où on l'était pas. Puis, il y a beaucoup de choses que c'est une façon un peu personnelle, dans le sens que le monde font leurs affaires puis ils en parlent pas trop. Puis t'en as d'autres qui sont très ouverts là-dessus. OK. Donc, ma réponse à ça devient un choix personnel. Fait que ce que les autres font, ben, c'est leur décision, puis ils vivent avec, et ça devient ça. Parce que des compétitions, on était testés, mais bizarrement, il n'y a pas grand monde qui a choisi des tests. OK. Fait qu'est-ce que c'était pris tant au sérieux? Genre? Exactement. Ça, c'est l'autre question. La seule chose que je peux te dire, c'est arrivé une année qu'il y a quelqu'un qui était disqualifié, puis c'était en 2004, puis ils l'ont pas disqualifié. Ils l'ont disqualifié pour usage de stéroïdes, mais clairement, il devait pas être le seul à le faire, mais c'est le seul qu'ils ont disqualifié. Donc là, c'était pour d'autres raisons qui étaient plus politiques que pour les bonnes raisons. Ah, OK. Comme il voulait trouver quelque chose pour... Ben, c'était plus pour avoir un contrôle sur un athlète. Là. OK, ouais, c'est ça. Puis on va se le dire, là, ici, on a tout pour le faire parce que l'Agence mondiale antidoping est à Montréal. Okay. Donc, ça aurait été vraiment facile parce que moi, je me souviens, quand il y avait eu la création d'un nouveau circuit, puis un autre championnat du monde, il est arrivé des investisseurs, puis là, ils voulaient implémenter des tests antidoping et les fameux tests, ils étaient contrôlés in-house. Ce que ça veut dire, c'est eux qui s'en occupaient. Ça veut dire que toi, tu fais pipi dans la bouteille, tu pars avec la bouteille, puis ils s'en vont le faire analyser. Comment tu fais pour dire que c'est ton pépi? C'est ton pépi. Puis bizarrement, mais c'est justement dans ces années-là que la personne a testé positive, puis là, qu'il a été disqualifié. Okay. Fait que là, moi, je m'en souviens, j'avais dit, mais crime, l'agence est ici. Pourquoi tu peux tout faire ça avec vraiment bien fait, ou ce que là, c'est des gens qui viennent le faire, qui prennent l'échantillon, qui l'emmènent là-bas, il n'y a pas de manipulation, là. Puis le monde, c'est ça, les athlètes qui font ça, est-ce qu'ils le font vraiment dans le but de pouvoir, genre... se surpasser, ou il y en a aussi qui le font pour d'autres raisons, comme dans le fond, quand tu as une blessure, tu peux récupérer plus vite. Ou Mais Ben Johnson, ça avait été ça, son excuse. Ben Johnson, il s'était fait prendre, puis il avait dit que c'était parce qu'il s'était blessé, mais dans les faits, c'était un peu ça. Mais dans les faits, il y avait un programme quand Ben Johnson se dopait. Puis il avait pas suivi le plan, parce qu'étant donné qu'il s'était blessé, il avait continué au-delà du temps qui avait été suggéré par le médecin. Donc, ou plutôt les gens de son équipe, de son entourage. Donc, principalement, là, on va se le dire, c'est quoi l'utilité de ça? C'est-tu de guérir plus vite, ou c'est d'être plus fort, ou d'aller plus vite, ou de sauter plus haut? En bout de ligne, c'est d'être meilleur. Ouais. Donc, vous savez, il y a un peu d'hypocrisie là-dedans, dans le sens que tant qu'on va récompenser les premiers, peu importe ce qu'ils font, jusqu'à preuve du contraire, le gars qui finit deuxième et qui suit les règles... Ah, tout le monde l'oublie. Exactement. C'est un peu ça qui est plate. C'est pour ça que je faisais référence aux Olympiques. Là. Ouais. Parce que, clairement, on n'est pas tous au même niveau. Dans le sens que, dépendamment de où ce que tu viens, il y a des pays qui facilitent les choses, puis t'as d'autres pays qui font ça dans les règles. Au Canada, on est un de ces pays-là. Qui font ça dans les règles? Qui font ça dans les règles. Donc, c'est vraiment difficile, puis t'as pas la même dominance que d'autres pays. Puis, là, encore une fois, tu vas sur Netflix, puis c'est quoi le programme? On parlait du programme russe, là, il y avait... Ah, oui, le documentaire. Le documentaire, puis tu fais tabarouette. Clairement que... Puis d'ailleurs, les Russes, ils avaient amené genre le KGB pour les Russes, le laboratoire où ce qu'ils faisaient les tests, dans place aux côtés, ils ont fait des portes, puis ils ont mis des trous dans les murs pour passer, puis changer les échantillons. Donc, le système... des espions. Donc, on comprend que quand on parle qu'on n'est pas au même niveau, ça n'a pas la même importance. Donc, souvent, c'est des régimes que c'était pour la propagande.
Tu sais, je me souviens, moi, j'étais au World's Strongest Man, puis on était en train de passer les examens médicaux, puis là, ils font les tests. Puis là, ben, à un moment donné, ils demandent à un... je n'aimerais pas quel pays qui vient. Puis là, le docteur, il demande, tu consommes-tu des drogues? Puis là, le gars dit répondre, of course, I'm at World's Strongest Man. Ah, ben oui. C'est ça, hein? C'est solide, mais tu sais, dans sa tête à lui, là, il fait rien de mal, là. Mais non, c'est ça. Mais donc, la culture, C'est ça. on n'est pas à la même place, là. Hein, nous autres, on vit au Canada, là. T'as choisi un test antidoping, attache ta tuque, là. Ça vient de changer ta vie, là. Toi, as-tu été tenté d'en faire, tu sais? On est tous tentés d'en faire. Ouais. Tout le monde. Tu sais, ben, si ça peut faire un edge, puis à un moment donné, tu te poses des questions, est-ce que je vais le faire ou pas? Fait que là, c'est là qu'on revient. Tu sais, ben, on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous les mêmes expériences de vie, on n'a pas tous les mêmes ambitions. Puis là, ben, ça devient un choix personnel. Parce qu'ici, c'est pas clairement pas organisé. Dans le sens que c'est pas un système. Ici, l'athlète décide de le faire. Puis là, par la suite, ben, bonne chance, puis trouve-les, puis... Il est laissé à lui-même, là. Très laissé à lui-même. Puis, tu sais, on m'avait appelé, il y a quelques années, pour... c'était dans le temps des Olympiques. Puis là, il y avait eu un nouveau record. Puis là, l'animateur, il dit, crime, il dit, pourquoi qu'on les laisse juste pas tous se doper? Puis là, tout le monde va être au même niveau. Hein? Mais toi, en perspective, là, toi, t'es un enfant qui pratique un sport. Ben, il va gagner une médaille. Mais si tu consommes de quoi qui peut te faire mourir dans 5 ans, ça vaut la peine? Ben... Non, ça revient, c'est ça. C'est la vraie question, elle se résume à ça. Pour certains athlètes, puis ça, je l'invente pas, là, il avait fait, je me souviens, il avait fait un travail à l'école là-dessus, puis il avait fait le test, puis il avait demandé à des athlètes s'ils consommaient une drogue qui les faisait mourir à l'intérieur de 5 ans, mais qui lui permettait de remporter. Je suis sûr qu'il y en a qui disent oui. La grosse majorité disait oui. Ben ouais. Là, ça te donne une idée. Pourquoi? Parce que les millions arrivent, les populaires. T'as pas la pensée à court terme parce que t'es tellement focusé sur ce que t'as à faire. Tu sais, t'as un gars aux Olympiques, là, c'est une prévision de 4 ans. Ouais, c'est ça. Donc, lui, là, sacrifie tout pour 4 ans. Il est pas en train de penser à la 5e année, là. Il pense à la 4e année, c'est la consécration de toutes ces années-là. Donc, les titres qu'il va avoir. C'est ça, mais c'est ça. Là, on devient, mais c'est quoi? C'est l'éducation. Si on veut changer les choses, si on veut changer les mentalités, puis on veut changer, je te dirais, la prise de décision, ben, il faut changer l'éducation. Il faut éduquer nos jeunes à prendre les bonnes décisions, mettre les bonnes valeurs en avant-plan et de valoriser ça. C'est ce qui va faire une différence. Moi, je crois beaucoup plus à ça que de faire des tests pour pogner les gens qui trichent. Je suis pas en train de te dire qu'il faut arrêter d'en faire. Je suis juste en train de te dire, le problème est pas là. Ouais. C'est pas ça qui va l'arrêter. C'est pas ça qui va l'arrêter parce que ils vont toujours trouver une façon. On le vit tout le temps. Puis là, tu sais, ça vient même plus, parce que moi, j'en connais bien là, qui font ça. Là. Puis tu sais, c'est pas du monde qui compétitionne, tu sais, c'est juste du monde qui font ça pour s'entraîner puis pour bien paraître. C'est pour ça, là, on relativise. Mais tu sais, sans être méchant, on est proche des drogues récréationnelles dans le sens que les gens, tu sais, on prend le pot, on l'a légalisé, là. Tu sais, puis j'ai ma vision là-dessus, c'est correct, ils l'ont fait. Mais est-ce que ça te rend plus brillant? Est-ce que ça te rend plus intelligent de consommer? Ben, peut-être que pour certaines personnes que oui. Mais je sais que j'étais dans un hood aux États-Unis avec un chef de gang, puis que lui en vendait, puis qu'il m'a dit, moi, j'ai arrêté d'en consommer parce que ça me rend pas plus intelligent. Je trouvais ça drôle parce que il faisait référence au fait qu'ici au Canada, on l'avait légalisé. Donc, on est rendu là. Fait que les stéroïdes, là, c'est plus seulement que le monde qui s'entraîne qui prennent ça. Là. Non, c'est ça, c'est un peu n'importe qui. Ben, c'est rendu là. Pourquoi? Pour bien paraître. Parce que la culture du bien paraître a dominé. Elle domine. Elle n'est pas dominée, elle domine. C'est ça. Donc, il y a une certaine image. On a une certaine image qu'une femme doit avoir l'air, puis un homme de qu'est-ce que ça doit avoir l'air. Et là, ben, tu te rends compte que m'emmener, ben, si c'est capable de m'emmener là, parce que là, il y a un peu le jeu du téléphone, là. Ah, mais lui, il fait ça, ben là, c'est pour ça qu'il est de même. Ah, mais me le faire aussi, mettre de même. Il y en a bien, je sais qu'ils font ça. Ils me l'ont pas avoué, mais je sais qu'ils font ça parce qu'ils ont pas de confiance. Puis ils pensent que, en avoir, ça leur donne une confiance. Je suis plus fort, je suis plus capable de s'il arrive de quoi, si je vais être plus fort, je vais être là. Puis, OK. Mais tu sais, moi, quoi d'autre qui peut te donner plus de confiance? Lire. Lire, tu sais. Puis tu sais, là, je suis pas en train de dire qu'ils sont pas intelligents, là, mais c'est que
moi, en regardant beaucoup de documentaires, en me passionnant, en me nourrissant de passion, puis en essayant plein d'affaires, j'ai découvert bien des choses que j'aimais, quand j'étais à l'école, je pensais que j'étais stupide, mais finalement, c'est vrai que découvert, c'était peut-être pas le bon format pour moi, puis je suis meilleur ailleurs, puis dans d'autres formats, là, tu sais, puis ça m'a donné beaucoup de confiance en dedans de moi, tu sais. Donc, au final, là, on n'est pas tous pareils. Non. Puis, je reviens encore une fois, c'est l'éducation. Parce que tu viens de le dire, toi, ben, tu peux lire. Effectivement, il y a plein de façons de se donner confiance. Le talent, là, c'est pas dans une bouteille, c'est pas dans une pilule. Le talent, ça se développe. Ouais. Ben, par exemple, c'est tellement facile. Par exemple, tout le monde veut la pilule magique. Tout le monde veut la pilule magique, mais l'affaire, c'est que ça restera pas. Tu sais, moi, là, tu vas te poser la question. Toi, t'aimerais-tu ça être millionnaire? Ben oui. OK. T'achètes-tu des billets de loto? Non. Pourquoi? Je pense que je comprends pas comment ça marche. OK. Moi, là, je suis à la même place que toi. Je n'achète pas de billets de loto parce que je crois pas à cette chance-là. Fait que si je deviens millionnaire un jour, c'est parce que je vais l'avoir travaillé. Je vais avoir compris le processus, je vais l'avoir vécu. Mais t'as combien de personnes qui dépensent de l'argent pour acheter un billet parce qu'un jour, ils veulent devenir millionnaire? Lequel des deux qui passe le plus proche? Celui qui passe sa vie à travailler pour y arriver ou celui qui attend de tirer le bon numéro? Ah ouais. Oui. C'est bien, j'aime à penser que en étant celui qui aspire à y arriver, de se créer sa chance. De se créer sa chance et de la bonne manière, qu'il y a des chances, peut-être que tu le seras pas, mais tu vas être plus proche que si tu fais juste acheter ton billet. Puis attendre. Puis attendre de gagner. Que le jour arrive, tu me suis, c'est exactement ça. Donc, c'est un peu ça. Pour moi, la fameuse pilule magique, là, elle n'existe pas. C'est le travail, la discipline, les petites choses, les accumuler, puis avec le temps, t'accomplis des grandes choses. Ça, tu changes le monde. Ouais. Pas avec une pilule, pas avec une bouteille, parce que ce qu'on a rapidement, il part rapidement. Ça t'appartient pas, c'est pas à toi. Ah, c'est super beau, man. Là, je vois que le temps, il avance, fait que je vais aller avec un autre sujet tout de suite, mais c'est super beau. T'as parlé de ton émission, justement, à vos risques et périls. Oui. Y a-tu des affaires là-dedans que vous avez tournées et que vous avez pas pu mettre... Plein d'affaires. Ouais, hein? Plein d'affaires. Le plus beau est pas à télé, là. Non, c'est ça. Parce que c'était pas le mandat de l'émission. Nous autres, on aurait voulu que ça soit plus hardcore, puis on avait du hardcore. Ouais. Là. Peux-tu l'expliquer vite fait, c'est quoi l'émission pour ceux qui l'ont jamais... À Beau risque et péril, c'est une émission où on allait dans les quartiers les plus dangereux des États-Unis pour tenter de découvrir c'était quoi la dynamique, pourquoi c'est dangereux comme ça, puis je rencontrais des intervenants qui faisaient vivre ce danger-là. J'ai rencontré des tueurs à gages, j'ai rencontré des dealers, j'ai rencontré des violeurs, rencontré des pimps. Honnêtement, j'ai rencontré pas la crème de la société. Là. Fait qu'on on n'était pas là-dedans. Là. On était vraiment dans le pas beau. Puis ce que j'ai découvert, c'est que ces gens-là, c'est des humains, eux autres aussi. Puis, il y avait beaucoup de remises en question en faisant l'émission parce que on vit pas dans le même monde. C'est comme s'il y avait un monde parallèle. Là. J'avoue que tes jugements, t'essayes de les mettre de côté. T'as pas le choix. Si tu veux faire le show, là, t'as pas le choix. Puis ça te change comme personne. Ben, parce que moi, là... Ça te confronte à plein d'affaires. Moi, là, j'ai la ligne de pensée que à force de volonté, tu réussis. Puis tout ce que je te disais, là. Mais tu viens au monde là-bas, là. Tu vas au monde avec 2 prises en tabarouette. Tu sais, quand les jeunes commencent à vendre de la drogue à 7-8 ans, là, pour nourrir... Ils ont des armes. Pour nourrir leur famille. Parce que là, c'est ça la dynamique que tu essaies de comprendre. Tu sais, la durée de vie d'un gars de gang, c'est environ 23 ans au State. Du moins à l'époque. Mais ils commencent à entrer là-dedans, dans ce monde-là, aux alentours de 7-8 ans. Ça commence comment? Ben, ils sont au dépanneur, puis il arrive un gars, puis le gars, il donne la drogue, puis il va apporter à l'autre. Pourquoi? Parce que le gars de 7-8 ans, s'il se fait pogner par la police, il pognera rien, il va retourner chez sa mère. Puis là, ben là, il donne une coupe de piastres. Lui, il va acheter du lait, il achète du pain. Il est capable de nourrir la famille. C'est pas drôle, là. Puis là, il fait la drogue capable de me faire vivre. Puis là, mais ça commence tôt. C'est ça. Puis là, ben, tu grandis là-dedans. Puis là, ben, la criminalité grandit elle aussi. Donc, tu réalises que finalement, on est chanceux de vivre dans la société dans laquelle on vit.
C'est bien, il y a bien des affaires qui font pas notre affaire, mais quand tu te compares, tu te consoles. C'est ça, tu dois mettre ça en perspective. Tu te mets en perspective, puis t'es pas loin, t'es aux États-Unis, là. Aux États-Unis, là, c'est pas... t'es pas dans un pays du fin fond de l'Afrique, là, où t'as l'impression, là, que... T'es à 5 heures à New York, là. Mais c'est ça. Là, tu fais, OK. Puis c'est pas les États-Unis qu'on connaît. Fait que c'est pas l'image qu'on a, c'est pas ce qu'on écoute à la télé, puis les gens, la majorité des gens le savent pas. Et la majorité des gens qui vivent aux États-Unis le savent pas non plus. Parce qu'eux se font dire très tôt, ce quartier-là, tu y vas pas. Donc, on y va pas. Fait que c'est un peu comme si, moi, tu me disais, tu me retrouvais dans un bar à 3h du matin en train de faire de quoi que je devrais pas faire. Ça arrivera pas. Je suis pas là. En tout, ben, c'est un peu ça. Fait que les autres se font dire, si tu veux pas que t'arrives à rien, tu vas pas dans tel quartier. Fait qu'ils vont passer leur vie à pas y aller. Donc, c'est ça l'idée de vie parallèle, c'est que si tu viens pas de ce quartier-là, t'as aucune raison d'y aller et tu n'y vas pas. Ce qui fait en sorte que, encore une fois, c'est mon opinion, au niveau des autorités, ils mettent pas de temps et ils mettent pas d'énergie là-dessus, parce que tant que ça reste là-bas, c'est pas une problématique. Ah ouais. Puis sûrement qu'il doit avoir de la misère à arriver à changer quelque chose. Ben, je pense que tout se change s'il y avait une volonté. Honnêtement, s'ils mettaient autant d'argent, ils auraient mis autant d'argent dans ces quartiers défavorisés-là aux États-Unis qu'ils en ont mis dans la guerre en Irak. Penses-tu que ça n'aurait pas fait une différence? Hein, on parle d'éducation, on parle d'école, on parle tous des outils que tu as besoin pour avoir une société productive et être dans le positif. C'est une question de choix, là. Donc, ces outils-là sont disponibles. Tu sais, quand je suis allé au Mississippi, à Jackson, au Mississippi, j'étais avec un gang, j'étais avec le chef de gang, on se promène, tout le monde le salue comme si c'était le maire de la place. Parce que lui, là, il donne de l'argent aux familles pour qu'ils puissent acheter des livres et habiller les enfants. Il fait des épiceries. En échange, il peut cacher sa drogue ou aller la faire là. Donc, ça te donne une idée. On est loin, là. Mais c'est rendu ça. Donc, c'est le criminel qui tire avantage de la situation en prenant l'argent qu'il fait en faisant des activités criminelles pour la donner aux familles pour qu'elles autres puissent envoyer leurs enfants avoir de l'éducation. En échange, ben, il cache sa drogue puis continue d'autres activités illicites là. C'est quoi l'exemple que tu montres aux enfants? Fait que la drogue, ça paye. Oui, mais la drogue, ça paye. Puis l'éducation, que t'en as besoin d'un minimum. Donc, les meilleurs réussissent à sortir, mais c'est dur en maudit de sortir de là. Donc, c'est complètement une autre réalité. Tu sais, on pourrait en parler pendant des heures de ça, là. Mais ça change une vie, et oui, ça m'a changé. Ben oui. Puis là, ça, tu disais, avant que je te demande d'expliquer un peu c'était quoi l'émission, des affaires que vous avez pas pu mettre dans l'émission. Il y a plein de choses qu'on n'a pas mis dans l'émission. Des affaires que tu peux me compter là? Tu sais, ils nous ont montré comment faire du crack. Ah ouais. Ouais. Fait que là, ils nous ont emmenés dans la place parce qu'il y a un crack house. On est parti avec eux. Là, il y a un endroit, ben, ils vendent l'ecstasy. Cette maison-là, il y a beaucoup de maisons abandonnées, là. Fait qu'ils nous fait faire sa ronde de lait. Puis là, à un moment donné, ben, ils nous emmènent dans un endroit, puis c'est le crack house. Fait que là, on lui a demandé pour qu'il nous en fabrique. Ça fait que là, il nous a montré sa recette, puis il nous a fait sa recette de crack. Puis, ouais. Là, ils font ça en avant de toi, puis avec la coke, puis tout, tu fais. Y a-tu de quoi qui t'a marqué vraiment beaucoup quand t'étais là? Ben, tout ça, ça m'a marqué. Il y a pas, c'est pas un événement, c'est l'accumulation de ça. Et comment, avec le temps, tu deviens insensible. Ouais. Parce que... Ça vient d'habitude, là, vu que t'en fais beaucoup. Tu comprends? Si moi, je réussis à faire ça, comment tu penses que les gens qui vivent là-bas... C'est ça, c'est leur quotidien. C'est leur quotidien. Donc, pour eux autres, ils sont complètement insensibles. C'est normal, là. Il y a quelqu'un qui se fait tirer au coin de la rue, il en parle pas longtemps, là. Toi, la première fois qu'on a vu un gars avec un gun sur lui, on capotait. À la fin, j'aurais plus rien, on le savait. C'est plus... un peu comme à Montréal, là, on entend plein de tueries. Ce qui est drôle, ce qui se passe à Montréal, là, c'est exactement où ce que je me disais à l'époque, c'est là qu'on s'en va. Puis c'est drôle que ça arrive. Puis je parlais de 5 ans, il faudrait que je regarde mes dates, là. Je pense en 2016, j'étais là la première année. Fait qu'on est vraiment pas loin de ça, là. Ah ouais? Ouais. Parce que ce phénomène-là, ça s'en vient ici. Tout ce qui se passe là-bas finit par échouer ici. C'est une question de temps. Moins fort, moins gros, mais ça s'en vient. Puis là, on le vit. Là. Fait que là, on fait tabarouette. Ouais. C'est ça ton opinion, justement, de qu'est-ce qui se passe en ce moment, tu sais, avec les fusillades qu'il y a de... Ben là, c'était à Montréal, puis à Laval, là, il y en a...
Tu sais, c'est simple, là. Où il y a de la pauvreté, de la consommation, il y a de la violence. Mm-hmm. Donc, fait que les gens qui sont pauvres, ben, ils consomment pour oublier qu'ils vivent dans la misère. Puis là, ben, t'as des types de drogues qui sont plus propices à eux. Ça fait que là, puis là, après ça, c'est des guerres de territoire. Fait que c'est ça qui se passe. C'est ça la violence qui tourne autour de ça. Donc, ça revient à quoi? Encore une fois, c'est l'argent. Puis, ça nous touche pas, nous, en tant que tels, si on n'est pas nécessairement près de ça. Mais les gens qui vivent dans ce milieu-là, ben, les autres le vivent parce que sont à proximité. T'as des milieux qui sont c'est plus favorable à ça. Je suis pas en train de dire que c'est pas vrai. Il y a des gens qui ont bien de l'argent qui consomment aussi, mais t'as moins de violence, généralement, parce qu'ils ont de l'argent pour ça payer. Puis le territoire, ben, ça marche, la dynamique est différente. C'est juste une business qui est faite différemment. Mais tantôt, tu parlais de stéroïdes. Si on parle de drogue en soi, je pense qu'ils s'en consomment pas mal. Hein. Quand on regarde les statistiques, on n'a pas l'impression que la guerre contre la drogue, on est en train de la gagner bien. Non, hein. Puis, je pense que vous n'avez pas juste resté aux États-Unis. Est-ce que vous êtes allé en Europe aussi? En Europe, on est allé en Europe aussi, mais en Europe, la dynamique est vraiment différente. OK. Vraiment, vraiment différente. Moins violent, moins dangereux, puis c'est une bonne affaire. Donc, c'est une culture qui est différente genre aussi. Plus contrôlée, genre? Ou... Genre, c'est juste que je pense qu'on descend beaucoup moins dans la misère qu'aux États-Unis. OK. Fait que ça, c'est un gros contraste, là. Où qu'il y a de la misère, c'est propice à ça. Tu sais, les zones de guerre, là, ben, à un moment donné, tu fais ce que tu peux pour survivre, et là, les règles deviennent de plus en plus floues. Ouais, parce que je suis beaucoup, là, ce qui se passe en Ukraine, puis quand j'ai regardé un jeune de 17 ans, que, là, il mentionnait comment il avait tué 2 soldats russes pendant l'occupation à Kherson, là. Ouais. Puis là, il racontait comment ça s'est fait, puis là, il demandait s'il regrettait de l'avoir fait, puis il dit non. Mais tu comprends-tu comment que ça relativise, là? Ben ouais. Mais la même affaire, là, 2 ans, il sera allé en prison. Ben ouais, puis surtout quand il regagne des... Tu sais, là, il commence à récupérer des territoires que les Russes avaient. Puis là, il voit tous les crimes de guerre, puis tout ce qui s'est passé. Donc, le monde, on est toujours en évolution, mais on est toujours en train de changer. Donc, il y a des fois que tu as la chance de pouvoir contrôler la direction de ces changements-là, et des fois, tu l'as pas. Parce que, honnêtement, quand je regarde tout l'argent qui se dépense là-bas, prends cet argent-là puis garoche-le ici, je pense qu'on peut faire une grosse différence dans nos communautés puis dans notre société, là. Pas à peu près, là. Ben, c'est à coup de milliards, là. Ouais. Il y a une histoire comme quoi qu'à Paris, t'avais reçu une brique sur le char. À Bruxelles. À Bruxelles. Non, c'était... C'était en Irlande? Non, c'était en France. Bruxelles, c'était en Belgique. Marseille? À Marseille. C'est à Marseille que c'est arrivé. Ouais. Fait que c'est quoi cette histoire-là? Ben, l'histoire, on s'est rendu dans une cité, puis c'est une cité qui est extrêmement dangereuse, puis on s'est été fait dire, puis on est allé quand même, je me suis trompé de chemin. J'aurais pas dû rentrer là, puis là, mais c'est des one-way street, là. Il fallait que je tourne de bord, puis les autres s'en venaient pour bloquer la route. Fait que j'ai réussi à tourner avant qu'on se fasse cerner. Puis en sortant, ben, du coin de l'œil, j'ai vu quelqu'un qui s'en venait en courant, puis il a projeté de quoi. On le savait pas à ce moment-là, c'était quoi. Puis ça a pogné le camion 6 pouces plus bas, à gauche ou à droite, puis il y en avait un qui l'avait en plein visage, là, puis il serait pas revenu, là. Ah ouais, fait que ça a traversé la windshield? Non, elle a pogné le cadre, là, mais dans un endroit qui est très, très rigide au niveau du véhicule. Okay. Puis là, t'as regardé le dommage qui a été causé, si t'as reçu ça dans le visage, c'est fini, là. Ah ouais. Ouais. Ah, on était assez nerveux cette fois-là. On était content de sortir, là. OK. Puis, comment qu'on te l'a proposé, ce show-là? C'est toi qui es arrivé avec l'idée? Non, ils m'ont proposé un show. Initialement, c'était pas tout à fait ça, mais j'ai réussi à y mettre ma couleur, parce qu'il est le fun après ça. Hey, c'était une esti d'idée, ça, pareil. Là, après ça, je savais exactement quel réalisateur qu'il fallait emmener là-dedans. Ça fait que ça a été... on était vraiment une petite équipe, des chums, puis t'avais la recette parfaite. Puis juste pour faire une petite parenthèse là-dessus, on a regardé pour l'envoyer le show aux États-Unis. Fait que l'an passé, on a envoyé un démo. Là, on a fait vraiment une version qui te donne mal au cœur quand tu le regardes. On l'a envoyé à un producteur américain qui a gagné 2 Golden Globes, lui, dans le passé. Parce qu'il était vraiment intéressé. Il l'a encore d'ailleurs. Puis là, il me rappelle après avoir vu ça, puis il me dit « Hey, vous êtes des malades, vous autres? » Il dit « Vous avez envie de mourir? »
Ah ouais? Ouais, lui, il comprenait pas là, qu'on ait fait ça. Là, là il m'a parlé pendant une demi-heure sur le comment qu'on arrivait à faire ça. Puis là, si on le faisait, comment que je voyais ça. Puis là, je lui ai dit, le seul moyen de refaire ça, il faut avoir la même gang. Ouais. Parce que il y a une façon de faire, je peux pas te l'expliquer, mais ça marchait. Où ce que j'étais capable de créer un climat de confiance avec ces gens-là, puis que tu tombais pas dans le jugement, puis qu'ils s'ouvraient. Parce que bien souvent, ils me donnaient tellement d'informations qu'il fallait que des fois fermer le micro pour qu'ils arrêtent de nous en dire, pour pas les incriminer dans des affaires. Ben, c'est ça. Fait que ça parce que les autres, ils oublient les caméras. Ils oublient ça, parce que je m'en souviens, le gars, moi, je rencontre un des membres fondateurs des Crips, puis il est en probation. Puis là, il a son micro, puis là, à un moment donné, il se met à parler. Puis à cause que les caméras sont plus là, il pense que le micro fonctionne plus. Ouais. Mais là, on entend tout ce qu'il dit. Fait que nous autres, on veut pas se ramasser que, mettons, pour une raison ou une autre, la police sont au courant de ça, vont venir saisir. Puis l'autre affaire, tu veux pas faire passer de quoi que c'est à cause de nous autres qu'il va se faire arrêter. Fait que c'est comme... Ben oui. Ouais. Puis comment que vous faisiez pour être en contact avec ces personnes-là? 50% c'était fait à l'avance avec des contacts de gens qui sont comme sur la bulle de l'inégalité. Donc souvent, il y a des affaires qui c'est propice à ça. Ça met un club, aux États-Unis, on avait été une place des lowriders. Fait que toi, c'est quoi? Tu fais que te pointer là, puis t'essayes de trouver... Au niveau de la recherche, ce qu'ils ont trouvé, ils ont trouvé des gens qui proviennent de ces milieux-là, mais qui font des affaires qui sont cool, qui sont ouverts sur le public. Donc, t'es capable de les trouver, t'es capable d'entrer en contact avec ça. Là, toi, c'est ton lien. Lui, devient ta porte d'entrée parce que lui connaît du monde. Parce que ces gens-là, normalement, ils veulent pas être en avant des caméras. Ben non, c'est ça. Là. Donc, moi, j'utilise toi, mais toi, tu connais du monde. Mais là, à ce moment-là, tu m'es présentes. Puis là, tu m'es présentes. Puis là, t'arrives pas avec la caméra tout de suite. Là, tu commences à jaser. Puis là, tu vas tranquillement. Puis là, éventuellement, il n'y a plus besoin de toi. Parce que là, les autres, là, c'est les autres qui me font le même travail. Puis là, t'es capable d'entrer à l'intérieur. Jusqu'à temps que t'arrives au puis que tu trouves les bonnes personnes. Des fois, t'es pas capable parce que le cahier ne veut pas, mais t'en as en masse en dessous de lui qui vont faire le même travail, puis que ça va être aussi super intéressant, là. Fait que tu perdras rien au change, là. OK. Puis ça t'est arrivé, justement, qu'il y en a un que tu voulais avoir, puis ça n'a pas pu fonctionner? Oui, c'est arrivé. À un moment donné, on avait le gars, puis il devait nous emmener à son laboratoire. Puis là, finalement, il nous a sorti un paquet de raisons pourquoi ça marchait pas. Puis là, t'as compris qu'il voulait juste pas nous emmener. Mais ce que je pense, c'est que parce qu'on s'est rendu sur place, puis on n'a pas pu rentrer, puis c'est parce qu'il était pas tout seul là-dedans, puis les autres voulaient pas qu'on rentre. Ah, OK, ouais. Mais on était vraiment proches. Mais en même temps, qu'est-ce qu'ils ont à gagner de te montrer ça, tu sais? À part de te montrer leur réalité. Tu sais, des fois, ça prend pas grand-chose. À un moment donné, juste le fait que j'avais rencontré un membre fondateur des Crips. Là, je suis dans un autre, je me souviens plus dans quelle ville. Puis là, le gars, j'étais à New Haven. Le gars, lui, son idole, c'est le gars que j'ai rencontré. Ah, fait que là, il est plus cool que lui. Lui, il m'a dit, hey, moi, là, il dit, tout ce que je peux faire, je vais le faire, parce que lui, il voulait que je parle de l'autre, puis comment il était, puis la patente. Mais lui, il revenait pas qu'il parlait à ce gars-là, puis ce gars-là m'a parlé. Fait que là, lui, ça vient un peu ton CV, genre. Ben, c'est exactement. Ouais. C'est la même affaire, t'as une carte de visite, mais j'ai rencontré un tel, puis il m'a parlé. Ah ouais, lui, t'as parlé. Ben, si t'as parlé, te parler moi aussi, parce que les gars te font confiance. Tu bâtis de la confiance, tu bâtis... Donc, c'est bien, si t'es un snitch, puis ils savent que t'en as crossé un, pas sûr qu'ils vont le voir te parler, au même titre que si t'as fait de quoi, ça a été bien fait, puis que il y a personne qui a été berné là-dedans, ils vont s'ouvrir aussi, là. Puis en même temps, il y a des places que tu veux pas aller, tu sais, on s'est fait offrir d'aller tirer quelqu'un dans la rue, juste pour nous montrer que ça le dérangeait pas, on n'a pas été filmé ça, là. Genre nowhere, Non, on a rencontré un tueur à gage, puis à un moment donné, en discutant avec lui. OK, il fallait qu'il aille faire un contrat. Non, lui, c'est un chef de gang qui nous présente son gars qui a envoyé pour tuer du monde. Puis là, moi, je parlais avec lui, puis là, je lui demande, tu fais quoi dans la vie? Moi, je tue du monde. Ça te dérange pas? Non. Je peux aller dans la rue, là, on va aller dans la rue là-bas, mais en tuer un. OK, genre... On va en tirer un, juste, installe des caméras, là, juste pour te montrer que ça me dérange pas. Ouais. Ah, sacrément, man. Fait que tu vois, on est-tu pas dans le même monde, là? Mais moi, je vais te montrer, je suis capable de lever ça, là, tu vas voir que je suis fort, là. Lui, c'est comme, hey, viens avec moi, là, je vais te montrer, là, tu vois le gars là-bas qui passe, ça m'a le tiré, là, tu vas voir, ça me dérange pas, moi. On n'est pas à la même place, là. T'es déshumanisé ben raide quand t'es rendu là, tu sais. Mais encore une fois, tu sais,
Ça, c'est leur quotidien, c'est leur misère. Tu sais, le parcours que ce dude-là, il a dû faire pour se rendre là. Hein. Écoute, je pense que c'est un psychologue, il faut qu'il parle pas à moi. Ah ouais, exact. Eh ben, Crème, merci Hugo, c'est super cool. Plaisir. Je prendrai pas plus de ton temps, là. Hey, c'est vraiment beaucoup apprécié. Si y a-tu de quoi que tu veux plugger avant la fin du podcast? Non, je sais que c'est ça, tu viens de sortir ta ligne de vêtements. Ma ligne de vêtements. Hugo Strong. Ouais. Si le monde veut te suivre, tu as plein de suppléments aussi. Ouais, c'est hugogérard.com. Après ça, t'as hugonutrition.com qui sort bientôt. Après ça, t'as ma ligne de vêtements, Hugo Strong. Ouais. T'as un livre aussi que t'as sorti qui parle de justement oui, c'est Et comme qu'on n'est pas de rien. Ouais. Donc ça c'est déjà en vente, ça existe déjà. Puis là, je travaille sur d'autres projets de livres qui sont plus reliés dans le domaine de la santé. OK. Fait que, ben, c'est super apprécié. Merci beaucoup. Merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Poum, 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 poum.